Aujourd'hui, les musées prennent en compte le handicap. Il y a même des personnes dédiées à l'accueil des publics handicapés pour favoriser leur accès, en termes de mobilité physique et symbolique. Mais, partout, pour tout ce qui touche aux arts visuels, il existe un parent pauvre, un handicap oublié. Je veux parler du monde des aveugles et de la malvoyance. Comme si donner à voir des tableaux aux aveugles était une incongruité. Pourtant, Jean-Paul Marcheski, quand il parle de peinture, dit « Le voir traverse la nuit. La nuit serait la première métaphore du voir. » L'émission que vous allez écouter est une coopération entre le Troisième Œil et le Musée Beaux-Arts. Les responsables de la cellule handicap ont accepté de nous accompagner à l'exposition Bormans afin de voir ce qu'il est possible de faire avec des aveugles et des malvoyants dans une exposition de peinture et de se rendre compte des difficultés et des obstacles que ceux-ci peuvent rencontrer dans un espace dédié à la contemplation des œuvres d'art. Cette émission est donc un exercice pratique afin de rendre apparent ce qui d'habitude est invisible. Les corps des aveugles, mais aussi les stéréotypes et les clichés que véhicule la scénographie des expositions et les réactions des spectateurs par rapport à la pratique et la question de la cécité. C'est aussi un exercice parce qu'il donne à voir et à entendre d'autres comportements possibles dans ces espaces sacralisés, d'autres rapports entre les œuvres, les médiateurs culturels et les publics handicapés. On est dans l'exposition Michael Bormans, il va falloir vous concentrer parce qu'il y a voilà, il y a beaucoup de monde, ouais. Et donc des fois vous allez entendre ma voix, mais vous allez aussi entendre des fois des d'autres voix, donc il faut que vous essayiez de rester le plus proche de moi, sinon vous allez vite être paumé. On va pas tout regarder. Ouais, c'est... Ok. Donc ce que j'ai pensé, c'est choisir quelques tableaux pour commencer. Ouais. Des tableaux très grands parce que c'est plus accessible pour vous. Samy, je te ferai des descriptions des tableaux parce que toi tu n'as pas du tout accès, ça va? Avant de commencer très rapidement, je vais vous dire quand même 2-3 mots sur Michael Bormans. Voilà, donc des choses très très simples. Donc c'est un Belge, première chose, qui est flamand, il est vivant. Il est né en 1963, donc aujourd'hui il a 50-51 ans. Il a commencé à peindre relativement tard, à 37 ans. À 37 ans. Voilà, donc ça aussi je trouve que c'est intéressant. Et on va dire que c'est l'un des peintres les plus célèbres de Belgique. Voilà. Pourquoi il est célèbre? Parce qu'il vend énormément déjà, et puis il est très connu à l'étranger, notamment aux États-Unis. Moi en Belgique. Moi en Belgique, ça dépend. En Flandre. En Flandre, il est très très connu. À Bruxelles, Wallonie. À Bruxelles, il est assez connu, en Wallonie peut-être un peu moins. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir comment dans notre pays, en fonction de la communauté, on a des perceptions plus ou moins différentes des artistes. Voilà, donc ça c'est le côté, on va dire, factuel. Voilà. Ensuite, très très rapidement aussi, je vais juste 3 points sur la peinture de Bormans. Comme vous pouvez vous en rendre compte, derrière toi, Samy, vous avez un immense tableau, voilà, qui s'appelle en anglaise Avoider, c'est ça? Quelqu'un qui essaie d'éviter les obstacles, en fait. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous le voyez le tableau. Regardez derrière vous. Ashraf, tourne-toi. Tu vois quoi, toi, exactement là? Tu vois quelque chose ou pas? Ouais, je vois le contour, juste le contour. Ouais. C'est un type qui a une barbe, qui a 30 ans, qui a une chemise rose relevée jusqu'ici. Ça va. Un pantalon blanc, il est pieds nus et il tient un bâton comme ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'on voit. Ce qu'il y a de rigolo dans ce tableau, c'est qu'il est pieds nus et qu'il tient un bâton comme ça, et son bras est comme ça. Son attitude, il a l'air un peu hautain comme ça. Ça va? Tout ça pour vous dire que la peinture de Bormans, c'est une peinture qui la plupart du temps, je vais mettre des guillemets, réaliste. Réaliste, c'est-à-dire que quand on regarde sa peinture, ça représente quelque chose et on reconnaît immédiatement un être humain, une maison, des animaux. Vous allez voir des animaux. Et ça, c'est pas anodin dans sa peinture. C'est-à-dire que pendant très longtemps, si vous connaissez un peu l'histoire de la peinture du XXe siècle,
On peut dire que c'est la peinture. Beaucoup des peintres du XXe siècle étaient des peintres abstraits ou allaient vers l'abstraction. C'est-à-dire qu'ils ne représentaient pas la réalité. C'est plus de l'imagination. C'était des formes abstraites, donc des lignes, des carrés, ou Et avec ça, ça restait quoi, genre des couleurs, des choses déformées. Et avec ça restait quoi la forme? Ah bah non, alors justement, les gens quand ils vont voir la peinture abstraite, très souvent ils se disent qu'est-ce que c'est, je comprends pas. Donc ça mettait quand même à distance le spectateur. Parce que ça créait une forme d'incompréhension parce que tu comprenais pas ce que tu voyais, d'une certaine manière. Mais ça peut aussi évoquer des émotions. Quand il y a un jeu de couleurs, par exemple, ça peut aussi faire plus appel aux émotions que à se dire tiens, est-ce que c'est une maison ou est-ce que c'est un arbre. Du coup, ton imagination est beaucoup plus mise à profit. Quand tu vois quelque chose de tout à fait abstrait, c'est toi qui imagines ce que ça peut bien être ou quelles émotions ça peut te faire ressentir. Voilà, alors qu'ici, au premier abord, on se dit, ben voilà, c'est un type, il est relativement bien fringué, il a l'air un peu prétentieux, mais on n'a pas ce sentiment d'étrangeté face à la peinture. D'accord. Donc en ça, Bormans, il est intéressant parce qu'il y a une sorte de retour au figuratif, à la figuration. Voilà, ça c'est l'une des caractéristiques de Michael Bormans. Mais quand tu regardes un peu plus attentivement, notamment cette toile, très vite, tu te poses la question, est-ce que c'est la réalité ? Du genre, est-ce que sa peinture c'est comme une photographie ? Il aurait pris en photo quelqu'un et il aurait représenté une personne. Ou alors est-ce que c'est l'imagination, une fiction, ce type, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, est-ce qu'il a été inventé ou pas ? Je ne sais pas si vous le voyez sur la peinture, mais il y a un détail qui est troublant. C'est qu'il y a deux ombres. Vous le voyez ou pas ? Tu les vois ou pas, Ridouane, toi ? Oui, je les vois. Il y en a une à droite et une à gauche. Et là, non? À gauche, Là, ouais. à droite. Là, et puis là. Et ici, Il y a une sorte Elle est bien, hein. Je sais pas si vous pouvez les voir ou pas. C'est une question. Toi, tu la vois ou pas ? Ouais, un peu, hein. Et alors, à votre avis, comment on peut avoir deux ombres ? Le projecteur. Avec des projecteurs, très bien. Ouais, super. Et donc, immédiatement, quand on regarde cette peinture, ça crée quand même une forme d'étrangeté parce qu'on se dit, tiens, il a deux ombres. Après, on se dit, bah, c'est peut-être des projecteurs, mais alors c'est quelqu'un qui pose, qui a une pose. C'est quelqu'un qui est peut-être dans un laboratoire de photo. Donc, est-ce qu'il joue la comédie ? Est-ce que, je sais pas moi, c'est un personnage de théâtre ou pourquoi tient-il cette pose-là ? En plus, si on regarde comment il est habillé, il a quand même un bâton assez bizarre. Je sais pas si vous avez vu le bâton. Voilà. Et puis dans son costume, on a du mal à se dire est-ce que c'est un costume du 21e siècle, est-ce que c'est un costume du 20e siècle, ça pourrait être aussi un costume du 19e siècle. Et dernière chose étrange, il a les pieds nus. Donc très rapidement, ce qui est intéressant chez Bormans, c'est qu'on a l'impression que ce qui est représenté est clair, c'est un morceau de réalité, et très vite, on en vient à se poser des questions et on a des doutes sur ce qu'il cherche à représenter et à nous dire. Et l'intérêt de la peinture de Bormans, c'est toujours dans ce léger décalage où ça a l'air familier et très vite ça devient étrange. Donc je vais vous donner un deuxième exemple, un autre grand tableau, on va avancer dans le truc et après on fera des exercices parce que je ne vais pas vous passer ma vie à vous faire un speech, ça va. Donc après on fait des exos. On a vu un tableau, ce tableau ça pose aussi un peu les mêmes questions. Pourquoi ? Vous avez deux personnes, Samy, qui sont allongées, tête bêche, ça veut dire que les pieds de l'un sont au niveau de la tête de l'autre et la tête de l'autre est au niveau des pieds de l'un. Et derrière, il y a aussi un bâton avec deux ombres. Vous les voyez les deux ombres ? Ceux qui voient quelque chose ? Et vous avez aussi un panneau, comme s'ils étaient sur une scène de théâtre ou dans un laboratoire ou un studio de cinéma. Ça va ? Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les deux types, on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. Est-ce qu'ils jouent la comédie ? Est-ce qu'ils font semblant d'être morts ? Est-ce qu'ils sont morts ? Est-ce que c'est des comédiens ? Est-ce que c'est pas des comédiens ? Donc là encore, vous avez une image qui semble simple au début, et puis plus vous vous attardez dans l'image, par exemple, il y a aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une sorte de... Il repose sur un plateau, sur une sorte d'écran ou de cadre, on ne sait pas trop ce que c'est.
Donc voilà, ça renvoie aussi à la même idée. C'est familier et très vite ça devient étrange. Ça crée un sentiment d'étrangeté bizarre. Et puis c'est assez morbide aussi Bormance. C'est-à-dire que très souvent, vous allez voir, ça parle de la mort ou d'un truc un peu noir, un peu... c'est pas trop quoi. Ça va? On va voir vite un troisième tableau. Où est la mort? Alors là, c'est un tableau encore plus bizarre. Ashraf, tu peux le décrire? Tu peux essayer de le décrire ou pas? Tu vois? Dessin. Attends, rapproche-toi, mets-toi à côté d'Imen. Alors, qu'est-ce que tu vois, Ashraf? C'est pas très clair. Hein? Pas très clair. C'est pas très clair parce qu'à cause de la lumière? Ouais. On va demander à... Bah ouais, c'est un visage, je crois. C'est pas qu'un visage, c'est tout un corps. Alors, parle plus fort, Edouard. C'est tout un corps en fait, c'est pas vraiment un visage. Ouais, et c'est une femme ou un homme? Un homme. Toi, tu dis que c'est un homme. Toi, tu dis On quoi? dirait une femme. Et pourquoi c'est une femme? À quoi on reconnaît que c'est une femme? Ce dessin. Alors, vous voyez pas, mais en fait, elle est torse nu et on voit ses seins. Ah oui. Donc voilà, c'est forcément une femme. Et alors, elle est dans une position très très particulière. Et j'aimerais qu'on fasse un exercice à partir de ce tableau. Ça va, Samy? D'abord, je vais vous décrire le tableau. Et en le décrivant, je vais le faire sentir à Samy. La question n'est pas de faire voir un tableau à un aveugle, puisqu'il ne peut pas le voir. La question, c'est de créer un lien émotionnel et physique entre l'aveugle et l'œuvre. Faire sens, c'est d'abord faire sentir avant de délivrer une signification. Pour qu'il y ait appropriation d'une signification, cela doit passer par une incorporation. C'est-à-dire que pour qu'il y ait signification, pour que la signification ait du sens, elle doit être médiée préalablement par du corps, des affects, des sensations. Dans cet exercice, ce que Samy ne peut pas voir, il le ressent à travers la manipulation de son corps. La peinture de Bormans est figurative. Dans le tableau The Pendant, Bormans représente une femme dont la chevelure est accrochée à une corde. Nous avons donc manipulé le corps de Samy en mimant la configuration physique du tableau, afin qu'il visualise de manière tactile ce qu'il ne pouvait voir. C'est vraiment un tableau particulier, pourquoi? Parce que c'est une femme qui est torse nu, ok, donc on voit ses seins. Elle a les yeux fermés. Ouais. Et puis sur ses cheveux, elle a une sorte de chignon fermé sur le haut du crâne. Une queue de Oui, cheval. oui, je suis. Ouais, une queue de cheval, merci, fermée sur le haut du crâne. Et sa queue de cheval, elle est accrochée avec une ficelle rouge qui part de son crâne, qui monte juste en haut du tableau et elle semble être pendue par cette ficelle avec le chignon. Tu comprends, Samy? Mais ses pieds sont au sol. Hein, Oui, donc oui, elle n'est bien pas sûr. en suspension. Non, non, il y a que le- Il y a juste la tête. Ses cheveux voilà. comme si elle était accrochée par les cheveux. Et puis ses bras sont comme ça, et dans un de ses bras, donc c'est celui-là, faut Il y a pas. un truc dans son bras, quoi. Ouais, elle tient un chiffon blanc. Ok. Et puis au sol, elle est aussi pieds nus. Ouais. Et sous ce pied-là, il y a une sorte de tissu blanc qu'elle piétine. Donc c'est la prolongation du tissu quand Ouais, même. voilà. Je ne On ne comprends sait pas. pas en fait. On sait pas si c'est la On voit pas bien, on sait pas, même nous on Peut-être sait la pas. suite. Et alors, dernière chose, il y a un fil rouge sur le sol qui semble C'est le même plus que le en haut. continuer. Voilà. Après, il y a deux détails qui sont intéressants dans ce tableau. Elle est devant un panneau, Ouais. ok, comme un panneau de J-Proc ou de ok. contreplaqué. Et sur le côté droit de l'image, Samy, il y a un bout de lavabo. Enfin, moi j'appelle ça comme ça. Un bout de quoi? Un bout de lavabo. Donc c'est Elle comme nettoie, si quoi. elle avait fait sa toilette, on ne sait pas trop. Il y a le cordage encore. Et le cordage, ouais, il est accroché au plafond. Et donc elle est vraiment comme ça. Et on ne sait pas si le truc l'attire ou pas. Et elle a les yeux fermés. Et elle a les yeux fermés. Et alors l'exercice, Samy, c'est très simple. C'est que tu vas choisir soit Imen, soit Ashraf, soit Redouane. Tu vas essayer de les remettre dans la position que je t'ai décrite. Et tu vas essayer d'imaginer ce qui va se passer après. En manipulant la personne. Donc par exemple, la femme elle est comme ça, elle est torse nu. Et moi j'imagine qu'elle fait ça par exemple. Elle veut aller sur le lavabo.
Mais quand elle se lave les mains, elle est retenue par la tête. Tu vois la main. Donc toi, tu essayes d'imaginer aussi un truc. Donc elle essaye à chaque fois de se laver et elle n'y arrive pas. Elle essaye, elle n'y arrive pas. Tu vois? Donc elle fait une sorte de geste répétitif, un peu absurde, où elle veut faire quelque chose mais elle est retenue. Je suis retenue, et au bout d'un moment, elle en a tellement marre qu'elle laisse ses bras ballants, elle ferme les yeux, elle se concentre pour se calmer. Je vous dis pas que c'est ça que le tableau veut dire. Je te donne un exemple. Donc toi, essaye d'imaginer une suite ou ce qui se passe avant au tableau, et pour ça, tu peux prendre Edouard. Et tu dis pas aux autres ce que tu fais, et les autres, vous allez essayer de deviner. Je dois le remettre dans la... Ouais, alors vas-y, tiens, pousse-toi. Alors comment il était? Vas-y, moi je sais pas. Comme ça, après tu fais comme ça. Voilà, et maintenant fais-lui faire l'activité suivante. Ouais, et sans dire ce que c'est, nous on va essayer de deviner. Samy, tu le fais bouger comme un pantin. N'oublie pas qu'il a une ficelle à la tête. Il a une ficelle à la tête. Ouais. Peut-être le plus facile, c'est il lave derrière, et tu le fais bouger comme un pantin. Toi, tu prends sa main, hop, tu la fais bouger comme un pantin. Ouais, mais il faut que tu aies une idée, il faut pas que ce soit n'importe quoi. Il faut que tu aies une idée. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'est en train de faire Samy? Parce qu'elle essaie de tourner sur elle-même. Redouane, tu peux parler aussi. Hein. Il essaie de le tourner. Ouais. Ouais. Je sais pas, hein, moi je suis comme vous. Je sais pas, je vois qu'il le tourne comme ça. Ouais. Et... Ah, il fait un nouveau truc là. Attends, je sais pas. Avec le bras. Non, le bras. Ah, le bras. Ok, tu peux expliquer ce que tu as voulu faire? En fait, il s'est tourné, donc il n'arrivait pas, mais en fait il a essayé d'attraper quelque chose, et comme il était retenu par la tête, ça ne va pas. Il n'arrive pas à l'attraper. Ok, vous avez compris l'exercice, c'est ce qu'il a voulu faire? Tu veux que je répète ou pas, Fouzia? Ah ouais. Alors, Ashraf, il dit comme... On va essayer de le répéter. Ouais, vas-y, répète. Tu peux répéter, Samy, un peu plus fort? À Fouzia. Elle est là. Donc je disais que je l'ai tourné en fait, mais il n'arrivait pas à se tourner, donc avec la ficelle qu'il a sur la tête. Et alors il a essayé d'attraper quelque chose, mais il n'arrive pas non plus. Ok. Faire sens, c'est aussi s'adresser à. Une signification, c'est aussi un partage du sensible, une confrontation avec les autres. Samy fait comme si la peinture était une image vivante et non une image fixe. À travers la manipulation d'un autre, il donne à voir la vie de l'image et ce qu'elle veut. Qu'est-ce que veut une image? Quelles sont ses intentions et son adresse? Lévinas dirait son visage, c'est-à-dire un appel, une intention qui donne une direction et une part d'imprédictibilité. Et alors, à votre avis, par rapport à ce qu'a dit Samy, est-ce que vous pourriez donner une signification à ce tableau ou une motivation? Pourquoi le peintre, il a peint un tableau aussi bizarre finalement? Vous n'êtes pas obligé de savoir, c'est une question. Est-ce que vous avez une idée? Je n'ai pas d'idée. Quelqu'un? Redouane? J'en ai aucune. Ok. Alors, moi, j'ai pas d'idée non plus, mais je vais vous raconter un mythe. Et ça sera le deuxième exercice. Et je vais vous donner, entre guillemets, mon interprétation de la peinture de Bormans. Elle est peut-être fausse, elle est peut-être vraie, mais moi, quand je vois sa peinture, ça me fait penser à ça. Ça va? Donc, le mythe, c'est très court. C'est le mythe de Sisyphe. C'est un mythe grec. Donc, Sisyphe, c'était un homme qui était considéré en Grèce antique comme le plus sage et le plus prudent des êtres humains, des mortels. Les êtres humains, on les appelait les mortels chez les Grecs. Ça va? Et un jour, il a décidé de kidnapper la mort et de l'enchaîner. Donc il kidnappe la mort, il l'enchaîne. Et Hadès, c'est le dieu des enfers, donc celui qui accueille les morts, était tellement triste de voir son royaume silencieux et vide, parce que la mort ne lui apportait plus des personnes pour remplir son royaume, qu'il a demandé à Mars, le dieu de la guerre, d'aller délivrer la mort. Donc Mars arrive, il délivre la mort, et Sisyphe est condamné pour son acte, le fait d'avoir voulu emprisonner la mort. Donc ce qu'il voulait Sisyphe, c'est que les hommes ne soient plus mortels mais puissent vivre éternellement. Et la condamnation de Sisyphe,
c'est d'être condamné à pousser un rocher en haut d'une montagne. Et quand il arrive en haut du rocher, la pierre retombe sous son propre poids. Et il est condamné à faire ça toute sa vie, pour l'éternité. Donc il pousse son rocher, il arrive en haut de la montagne, ça tombe pour l'éternité. Donc c'est même pas la durée d'une vie, c'est tout le temps. il faut tout le temps. Et en fait, on peut comprendre cette condamnation comme il n'y a pas de plus terrible activité que d'être obligé de répéter quelque chose qui n'a aucun sens. Donc répéter toujours le même mouvement, le même geste, indéfiniment, et ce geste est stérile, absurde. Donc finalement ils l'ont condamné à faire quelque chose de totalement absurde. Et ça pour l'éternité. Et on regardera d'autres tableaux, mais je pense que Bormans, Il a fait des styles comme ça. il met en scène des personnages, on ne sait pas si c'est des êtres humains, des marionnettes, des mannequins, et il les met dans des situations où ils font des trucs. On ne comprend pas bien pourquoi, c'est répétitif et c'est souvent absurde. On a du mal à comprendre pourquoi ils sont comme ça. Exemple, ce que tu as fait Samy, c'était intéressant. Ça veut dire que Samy, il a pensé cette femme qui est accrochée, elle veut faire un geste et elle est retenue. Elle veut refaire un geste, elle est retenue. Comme quand Sisyphe pousse sa pierre jusqu'en haut, ça retombe et il la repousse et ça retombe et il la repousse et ça retombe. D'accord ? L'exercice suivant est une réflexion sur qu'est-ce qu'un espace performatif, c'est-à-dire un lieu qui non seulement dit des choses, mais influence des comportements, génère des actions. Ashraf, Imen, Redouane, Fouzia et Samy avaient scotché sur leur poitrine une feuille de papier blanche. Ils devaient essayer, sans lever la pointe de leur stylo, d'établir une cartographie de leur déplacement, la ligne géographique de leur corps dans l'espace muséal. Une ligne comme une appropriation et un arraisonnement de ce qu'ils ne peuvent voir, une façon d'être chez soi partout là où ça parle, c'est-à-dire là où ça délimite. Tracer des lignes, c'est marquer un territoire, afin de faire d'une configuration spatiale un lieu habitable. Donc on va faire un deuxième exercice. Donc là je vous ai amené des trucs. Et ça c'est un exercice qui a deux raisons. C'est pour que vous découvriez un peu le musée, toutes les pièces. Et je vais vous demander de dessiner le trajet que vous allez faire. Donc à chaque fois on va vous guider. Donc tu vas prendre quelqu'un. Moi je prends quelqu'un. Rally va prendre quelqu'un. Sophie aussi, je vais avoir besoin de toi. C'est Marie. Marie, pardon. Tu vas les guider parce qu'ils sont 5. Donc j'ai besoin de... Donc je vais vous accrocher à un truc. Et vous allez faire tout le musée. Tiens, viens voir. Donc je vais te scotcher un machin. Lève le bras. On se travaille dans le musée. Ils vont faire le chemin qui va. Alors pour enlever voir comment sont les pièces. Bon, après, bon, tu peux l'enlever du plus lent. Mais non, ce sera hyper simple. C'est hyper simple. Voilà, toi t'es pareil. Allez, au suivant. Ouais, c'est des Et quoi, après, il doit reproduire sur le carton son chemin. Ouais. Tu devras dessiner toujours comme ça. Si tu tournes à droite, tu dois dessiner à droite. J'aimerais d'abord que vous me disiez ce que vous en avez pensé. On va commencer par Samy. Samy, toi t'en as pensé quoi? J'aime bien, moi c'est... En fait, moi qui aime pas tout ce qui est comme ça... Tout ce qui est musée. Ouais, moi j'aime pas tout ça. Moi je suis quelqu'un qui aime pas, mais là c'est autrement. Je trouve que c'est mieux, comment ça a été fait et tout. Moi j'ai bien aimé, franchement. Tu serais expliqué ce qui t'a plu par rapport à d'habitude? Bah déjà les explications. Ouais. Et alors les grandes salles qu'il y avait, tout ça, et puis surtout les explications aussi qui ont été bien faites, quoi. Ça va. Fouzia. Moi je trouvais intéressant parce qu'il y avait des pièces qui sont éclairées, il y avait des pièces qui sont pas éclairées. Ouais. Donc voilà quoi, c'était chouette. T'as pris conscience de la dimension du musée? Ouais, il y avait des pièces qui sont larges, il y avait des pièces qui sont pas... je veux dire pas assez... comment je veux dire ça? Pas
assez large, quoi. Ouais. Ok. C'est différent d'habitude, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que là, de faire comme si on faisait un plan sur un plan. Un plan, ouais. Un genre de GPS, carte, comme ça. Un genre de GPS, de carte, très bien. Ashraf, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était bien, franchement, c'était. Surtout avec le parcours qu'on avait fait. Et pourquoi ça? Et de dessiner sur feuille. Dessiner Sur la feuille, c'est plus facile. Ok, Imen? Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était super. Et- Parce que Laurence, elle me disait tout ce qu'il y avait dans les tableaux Ouais. et tout. Ouais. Franchement, c'est bien. Et est-ce que vous voyez un rapport entre l'activité et la peinture? Pardon? Vous n'êtes pas obligé de répondre. T'as dit Entre quoi? l'activité, ça veut dire ce qu'on a fait, Ouais. le fait de dessiner un parcours, d'être un peu perdu dans un musée, d'aller et venir. Et ce parcours, ça dessine des plans, des cartes, des GPS, je reprends vos mots. Je ne sais pas si vous voyez celui de Samy par exemple. Est-ce que tu vois un lien entre le mythe de Sisyphe, ce qu'on a fait, et la peinture de Bormans? T'es pas obligé de dire oui. Ouais, mais en fait, parce que déjà dans la peinture, je veux dire que dans la peinture, il y a Attends, parce qu'il t'écoute pas. Écoutez-le, sinon c'est pas Ouais, la intéressant. peinture, oui. je trouvais toujours qu'il y a une histoire en fait dans les tableaux, donc ça explique bien, même si des fois on comprend pas tout de ce que le peintre veut exprimer, mais je trouve que c'est très intéressant et que voilà, et par rapport au parcours et tout ça, j'ai trouvé ça très bien parce que j'avais jamais fait un parcours comme ça dans un musée, comme ça, être comme ça, mais c'est bien, c'est bien. Il s'agit maintenant de dessiner le tableau dans le dos d'un des malvoyants ou d'un aveugle. Celui-ci, sur la foi de ses sensations dorsales, devra dessiner sur une feuille ce qu'il sent. Synesthésie. Le dos, la main, puis la parole. La médecine utilise bien l'organe de la langue pour retranscrire des sensations visuelles. Jean-Paul Marchesi dit « Les tableaux sont des blocs de silence, un levain pour les sens, ils sont le sommeil de la langue. » Je vais vous faire un dernier exercice pour pas que ça soit trop long. Et le dernier exercice, en fait, c'est vous montrer qu'on peut peindre sans voir. Ah bon? Sans voix? Qu'il est possible de faire du dessin, de la peinture en étant aveugle. Et que même des fois, c'est peut-être plus intéressant de dessiner sans voir ce qu'on dessine qu'en le voyant. Ça va? Et le rapport avec Bormans, il est très simple, c'est que Bormans, il n'a pas un tableau où on voit un homme de dos, torse nu. Ouais. Et derrière lui, il y a quelqu'un qui est en train de dessiner dans son dos, donc qui dessine sur son dos nu. Ouais. Et la personne, simultanément, en sentant ce qui est dessiné sur son dos, essaye de reproduire ça sur une feuille blanche. Et ça, c'est une allusion directe à un artiste qui s'appelle Denis Oppenheim, qui est dans un Oppenheim, qui dans les années 70 a fait ça avec son fils. Ça veut dire qu'il mettait son fils torse nu devant une immense feuille blanche. Et il prenait une craie et il dessinait sur le dos de son fils, et son fils devait faire exactement ce qu'il sentait. Un peu l'exercice qu'on a fait. Sauf que là, je vais peut-être prendre Samy, je vais vous faire une démonstration. Et après, vous allez chacun choisir un tableau. Enfin, on va choisir un tableau sur vous. Et vous allez essayer de le reproduire. Ok, donc je vous montre ce que ça donne. Donc je te fais un exemple, on va prendre celui-là. Donc très simple. Assis-toi. Installe-toi bien comme tu veux. Je te donne le... Essaye de ne pas déborder sinon. Donc, d'abord, je te fais un essai. Tu vois, si je fais ça, tu fais quoi, toi? Vas-y. Voilà, t'as compris. Donc, on va essayer d'aller doucement. Maintenant, on va faire le tableau. T'es prêt? Donc, positionne. Prêt, essaye de me suivre. Prêt? On commence? On y va. Tu sens ou pas? Ah, vas-y. Tu y arrives? Je vais te décrire, après je te dirai ce qu'on fait. Pour l'instant, essaye de deviner ce que c'est. Arrête-toi, t'es prêt? On va faire attention, vas-y. Non, il part pas dans ce sens le trait. Ouais, très bien. Stop. Tu descends. Stop. Ouais, très bien. Encore. Stop.
Tu reviens au même endroit. Vas-y. Stop. On descend. Sens bien le trait là. Va doucement. Donc, est-ce que tu as senti ce qu'on a fait ou pas du tout? Oui, mais... À ton avis, c'est quoi? Je sais pas, c'est un bonhomme, non? Ouais, un bonhomme, très bien. Est-ce qu'il est allongé? Est-ce qu'il est debout? Je dirais allongé, mais je sais pas. Très bien, il est allongé. Et alors, c'est un bonhomme très particulier parce que ses pieds dépassent. C'est ce que tu as dessiné là, au début. Il est nu. Et ensuite, il est enveloppé dans une sorte de sac en carton rouge qui ressemble à une robe. Je sais pas si... voilà. Et après, sa tête dépasse et il y a un bras qui dépasse. C'est ce qu'on a dessiné à cet endroit-là. Tu sais quand on était là. Et on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Après la visite, nous avons recueilli les impressions des responsables et nous avons indiqué les difficultés et les obstacles que nous avons rencontrés dans l'exposition. Une visite dans un musée, c'est aussi une action politique, une manière d'éprouver concrètement l'ignorance des autres, leur indifférence. Pour s'indigner, encore faut-il être confronté à la réalité et aux contraintes du quotidien. Alexandre Jolien dit « Très vite, j'eus l'intuition qu'en fouillant le handicap, on s'isole. Il est là, il faut l'accueillir comme un 5e membre, composer avec lui. Pour ce faire, la connaissance de ses faiblesses me semble primordiale. » Je trouve que c'est sombre ici. Parce qu'il y a beaucoup d'escaliers, que c'est... Les escaliers, c'est pas un problème, mais c'est plus sombre. Il faudrait avoir plus de lumière. Plus de lumière. Ouais. Et toi, tu penses quoi? La même chose, c'est sombre ici. Famille? C'est bien, sauf qu'il y a beaucoup d'obstacles. Mais... Il y a beaucoup d'obstacles. Ouais, je trouve... Et Ashraf? Ça manque de lumière aussi. Manque de lumière. Et Tedouane? Ce n'est pas assez éclairé. Pas assez éclairé. Ok. Bah, on continue. On avance. Alors, je savais bien que les escaliers, par exemple, ça allait être une difficulté, les obstacles, mais je ne m'attendais pas à ce que la luminosité soit un obstacle. Et en fait, c'est les premières choses que vous avez fait remarquer, c'est tiens, ici, il fait vraiment sombre. Et voilà, donc ça, je ne m'en étais pas rendu compte avant. Je ne pouvais pas soupçonner que ce soit un problème. Et en réfléchissant à, de notre côté, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, ça me semble très compliqué. Parce que Sarah et moi, on travaille pour le service éducatif, mais par exemple, on ne conçoit pas les expositions. On travaille dans les expositions, on travaille avec le public dans les expositions, mais on ne fait pas partie de la réflexion sur on va mettre telle lumière, ou pas de lumière, ou moins de lumière, donc voilà. Par contre, c'est intéressant, je veux dire, moi je fais partie quand même de certaines réunions avec le service des expositions et je vais leur faire remarquer ça parce que vous avez certaines difficultés dans les expositions, mais par exemple des gens qui sont juste un peu âgés, qui ne voient plus tout à fait bien, ou, voilà, ont ces mêmes difficultés-là. Et quand on dit, mais ne serait-ce que les petits cartels, donc à côté des tableaux, il y a toujours un petit carton où il y a notamment le titre, l'année, parfois les techniques utilisées sur le tableau. Et même ça, parfois, c'est pas suffisamment éclairé. Et donc, voilà, ça fait partie de cette même réflexion et ça, c'est quelque chose que je vais rapporter au service des expositions. Maintenant, il y a aussi une chose qui m'a choquée, c'est de voir que les gens qui étaient autour de vous, ne voyant peut-être pas ou ne comprenant peut-être pas que vous étiez malvoyant, ou peut-être consciemment, je ne sais pas, n'hésitez pas à vous pousser, à vous rentrer dedans, à se mettre devant vous. Et donc ça m'a vraiment choquée. Notamment une dame qui était en train de prendre des photos et qui n'était pas contente qu'on se mette devant elle parce qu'on était en train de faire un exercice, grossier. Maintenant, ça soulève une question. Est-ce que voilà, c'est comme ça et vous l'acceptez, ou est-ce que quand vous visitez une exposition, est-ce que vous voulez qu'on voit plus visiblement, que les autres visiteurs voient plus visiblement que vous êtes un groupe de personnes malvoyantes, ou est-ce que finalement vous préférez rester discret par rapport à ça? Je préfère qu'on me considère comme une personne normale, même si les gens ils ne le considèrent pas comme ça. Vu comment ça s'est fait vis-à-vis des gens parce qu'ils poussaient ou des choses comme ça, je trouve que ça se fait pas parce qu'ils voient déjà qu'on a une canne, enfin pas tous d'entre nous, mais quand même la plupart, on va dire.
Et à un moment où il voit une canne, il ne faut pas faire celui-là qui n'a pas vu, il ne faut pas faire le malvoyant alors qu'on ne l'est pas. Il faut voir la canne. Mais c'est pas... Moi, je trouve qu'il devrait le voir. Mais c'est vrai que je voudrais dire, enfin, quand même que ces gens-là, faut pas dire qu'ils l'ont pas vu parce qu'ils l'ont vu. Ça, c'est sûr et certain. Et même si on va mettre un badge, je vois pas ce que ça va changer. Parce que les gens, même s'ils voient la canne, même s'ils voient le badge, ils s'en foutent. Ils vont quand même pousser. Voilà, maintenant, moi, je dis ma façon de penser. Mais je trouve que même si on met un badge ou quoi, je trouve que voilà, moi je trouve que ça ne va rien changer du tout, puisqu'ils voient déjà la canne et qu'ils ne font même pas gaffe. Alors s'ils font pas gaffe, moi je trouve qu'il faudrait que quand même ils fassent gaffe, même si c'est voilà, ils sont là, ils font leur visite, mais ils n'ont pas à pousser les gens parce qu'on est malvoyant. Hein. Je trouve que ça se fait pas, c'est quelque chose qui se fait pas. Souvent, les gens qui poussent comme ça dans les expositions, ils vont pas pousser quelqu'un parce que cette personne est malvoyante, ils poussent quelqu'un parce qu'ils pousseraient n'importe qui comme ça. C'est juste des gens plus grossiers sans doute. Ça, mais juste pour l'éclairage au niveau de la lumière, il n'y avait pas assez dans quelques pièces. Oui. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça manque de lumière. Oui, tu as raison. Moi, ce que j'ai le moins aimé, c'est juste tous les escaliers qu'il y avait. Ça m'a un peu énervé au départ parce que j'ai vu qu'il commençait à avoir beaucoup d'escaliers. Et je me suis dit, mais on va encore monter des escaliers comme ça. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'escaliers. Mais en tout cas, c'était super. Moi qui n'aime pas les musées déjà, de base, moi j'aime pas tout ce qui est musée et tout ça. Ben là, franchement, j'ai bien aimé. Les explications aussi, c'était super. Et les tableaux aussi. Moi, je me suis décrit des images dans ma tête. Parce que moi, dans les musées, d'habitude, je décris pas grand-chose. On me décrit des choses, ça, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que, voilà, je trouve qu'il y a comme aujourd'hui, là, j'ai vraiment bien aimé, moi qui n'aimais pas les musées, en tout cas, voilà, c'était super. Ok, merci. J'avais encore une question. Ouais. Par rapport au bruit, est-ce que c'est gênant pour vous? Parce qu'il y a eu d'autres groupes, d'autres visites guidées. Est-ce que c'est quelque chose qui est gênant quand vous faites votre visite? Samy disait on va pas faire une visite quand il y a justement personne, mais on pourrait aussi imaginer de faire une visite un jour où il n'y a personne d'autre, ou d'ouvrir une heure plus tôt les expositions en se disant voilà, comme ça c'est une heure rien que pour nous, on risque pas de cogner des gens, il n'y a pas plein de bruit et donc on entend vraiment bien les personnes qui nous donnent des explications. Ou est-ce que vous dites non, moi c'est très bien de visiter avec les mêmes gens, avec tout le reste du public, c'est pas un problème? Pour moi, c'est... En fait, pour moi, si je peux le dire, hein, désolé pour les autres. Non, voilà. C'est là pour parler. Voilà, donc pour moi, en fait, je trouve que, voilà, il y a trop de bruit. Maintenant, je vais le dire caché, il y a trop de bruit. Parce que moi, je suis quelqu'un aussi qui a des problèmes auditifs. Maintenant, ça se voit pas, mais voilà. Mais je porte d'habitude des appareils que je n'ai pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai essayé, donc j'ai compris ce qu'on me disait. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bruit, je trouve, quand même dans le musée. Surtout à un moment, il y avait des salles qui étaient plus calmes que d'autres, mais il y a eu surtout un moment où les gens presque ils étaient occupés à crier, mais voilà. Sinon, je trouve que voilà, à part ça, ça va. Je trouve que tout est bien, quoi. Okay. Mais tu préférerais visiter l'exposition seul, sans le reste du public, avec ton groupe? C'est-à-dire que c'est vrai que en fait le bruit est gênant, et c'est vrai que s'il y avait personne, je trouve aussi que ça aurait pu voilà permettre de te concentrer davantage. Voilà, par exemple, quand il y a une école de malvoyants ou non-voyants qui vient, par exemple chez vous, par exemple, je donne un petit exemple comme ça. Je sais pas, quand il y a des gens qui sont là, ça va pas pour eux, parce que s'il y a des malentendants ou quoi, je trouve que ça va pas. Je trouve que ça le permet pas. Tandis que quand c'est le groupe qui est là et qui s'y visite tranquillement le musée, je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est mieux de
d'aller avant la visite des gens, pour mieux se concentrer. Parce qu'avec le bruit, le fait que le bruit passe, ça vous désoriente quand même aussi. C'est moins de concentration, ouais. On a difficile à se concentrer. C'est un peu gênant. C'est énervant. Parce que quand les gens écrivent, on n'entend pas ce que la personne nous dit. C'est ça qui est bien. Ok. C'est quoi la deuxième question? La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as pensé des dispositifs qu'on a mis en place? Est-ce que toi, oui. t'imaginais qu'on pouvait faire des choses comme ça avec des malvoyants? Parce que très souvent, quand moi je rencontre des gens qui s'occupent de l'handicap, et surtout des gens qui travaillent dans le milieu artistique, ils pensent à tout, sauf aux malvoyants et aux aveugles. Donc, je voulais savoir ce que tu en pensais. Très impressionnée de voir tout ce qu'on fait dans les salles. C'est chouette, mais pour n'importe qui, à partir du moment où ça ouvre la réflexion. Ouais. Donc effectivement, on décrit un tableau, on se l'imagine, mais de faire quelque chose soi-même, peu importe ce que c'est, ça ouvre une autre pratique, ça offre une autre expérience de ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est exceptionnel, évidemment. De nouveau, ça pose la difficulté de l'espace. On peut peut-être pas aller à fond de ce qu'on voudrait, mais puis j'aurais même voulu leur faire d'autres choses, faire sentir du pastel ou plus pour avoir aussi l'œuvre de Borman. Il y a aussi un aspect, il y a des choses qui sont très veloutées, il y a d'autres qui sont brillantes, et j'aurais aussi voulu peut-être vous faire découvrir ça en utilisant d'autres choses. Du pastel par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé du pastel, mais le pastel sec, c'est quelque chose de tout doux. Ça glisse, un peu comme du coton, enfin voilà. Intéressant aussi de... Première fois, on reviendrait. Écoute, si tu nous réinvites, nous on reviendra avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Une carte est une façon d'habiter le monde en le parcourant, le nommant et en faisant apparaître des espaces différenciés. Nos émissions sont autant de trajets qui dessinent une cartographie critique et tactique. Pour exister, il faut être visible et audible. Se montrer, se faire entendre, toucher et être touché, goûter des espaces inconnus, sentir que rien n'est interdit.